Le nouvel esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments d'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Je vous recommande de visiter notre site pour y trouver toutes les dernières informations et aussi pour pouvoir vous faufiler jusqu'au lien qui vous permettra de nous soutenir. Je vous annonce que nous diffuserons chaque semaine à partir du 7 juillet jusqu'au 1er septembre une série d'émissions thématiques. Nous le faisons chaque année avec le soutien de MMA. Elles porteront sur plusieurs pays, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne, mais aussi sur ce qui se joue au Sahel. Nous nous intéresserons à la politique commerciale de l'Union européenne et nous aborderons des sujets dits de société comme les déserts médicaux, le tourisme et ses conséquences, les rapports des jeunes avec l'information et l'État vu d'en bas à travers le travail du délégué du défenseur des droits pour le 19e arrondissement de Paris. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui est consacré au logement, à son coût croissant dans les métropoles et à ses contrastes territoriaux. Comme on dit, les chiffres donnent à penser. 900 000 Français sont sans logement personnel, 4 millions sont mal logés et 12 millions vivent des situations fragilisées, notamment à cause de l'augmentation de la part du loyer dans leur budget. Je rappelle aussi l'apparition du dernier numéro de Zadig, la revue trimestrielle du 1. Elle est consacrée au rapport des Français à la nature et on y trouve, outre de nombreuses contributions de personnes fort intéressantes, on y trouve le récit d'une immersion au cœur du métier de pizzaiolo sur les routes de l'Oise, dans la France où les fins de mois sont difficiles. Nous avons 2298 auditeurs en Allemagne, 41 au Burkina Faso, 937 en Italie, 202 en Irlande et 1 en Lettonie. Nous sommes soutenus par nos souscripteurs et nous allons remercier maintenant quelques-uns d'entre eux. Pour ma part, je remercie Antoine Père, Olivier Bérécy, Sarah Nicolas, David Le Chevalier et Jean Le Chevalier. Marc-Olivier. Je remercie vivement Alain Dumont, Stéphane Lewis, Sylvie Robert, Vianney Gravreau et Françoise David. Michaela. Mes remerciements au nom du Nouvel Esprit Public vont vers Lionel Long, Yvan Pirenne, Théo Barbe, Élodie De Giovanni et Bertrand Desmascarelles. Béatrice Gibelin. Je remercie David Nevzi, Christophe Cachin, Josiane Gaillard, Annie Missiot et Jean-Louis Giraud. Lucille. Et quant à moi, je remercie Jacques Bled, Pascal Gambino, Didier Garès, Jean Besse et Édouard Golu. Merci beaucoup. Passons donc à notre premier sujet. C'est celui du grand défi qui se joue à Hong Kong entre les Hongkongais et le gouvernement de Pékin. Le 16 juin, 1 million de personnes ont défilé à Hong Kong, selon les organisateurs de la mobilisation, alors que la ville compte 7 millions d'habitants. Cette mobilisation est un record depuis la rétrocession du territoire à la Chine en 1997. Les Hongkongais sont vent debout contre un projet de loi qui permettrait à leur gouvernement d'extrader plus facilement des personnes présentes sur son territoire, notamment vers Pékin. Sous souveraineté chinoise, Hong Kong jouit d'une semi-autonomie et de liberté qui n'existe pas en Chine continentale, et ce, du moins en théorie, jusqu'en 2047. L'ancienne colonie britannique a été le théâtre de violences et d'émeutes, notamment lors d'un rassemblement non autorisé du mercredi 12 juin, où la répression policière a été sévère. Ça n'est pas la première fois que de telles marées humaines envahissent le centre-ville d'Hong Kong. En 2003, en 2012 et lors de la révolution des parapluies en 2014, des scènes similaires s'étaient produites. Alors que Hong Kong n'avait obtenu aucune concession de Pékin en 2014, la population semble aujourd'hui déterminée
déterminé à ne rien lâcher. C'est ce que montre l'exemple de Joshua Wong, l'une des figures de la contestation des parapluies, qui, à peine libéré de prison le lundi 17 juin, a rejoint les rangs de la mobilisation. Le rassemblement du 16 juin était 2 fois plus important que celui du dimanche précédent, alors que le gouvernement local avait, la veille, suspendu l'examen du projet de loi. La colère des Hongkongais a désormais pour cible Carrie Lam, la chef de l'exécutif local pro-Pékin. Mardi 18 juin, elle a présenté des excuses à la population, tout en refusant de démissionner. La suspension du projet de loi constitue un revers pour le président chinois, qui a fait de l'intégration de cette ville un modèle qu'il voudrait reproduire à Taïwan, et ceci au moment où la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis connaît un regain de tension. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Je pense que l'affaire est vraiment d'importance. Non seulement par les 2 millions de manifestants, tout de noir vêtus, c'est-à-dire que les images sont extrêmement fortes. Le dimanche précédent, ils avaient choisi le blanc. Donc, il y a une volonté d'union, tout le monde étant dans la même couleur. Je crois que c'est quelque chose, à mes yeux, qui n'est pas du tout anodin. Qu'on n'est pas du tout dans la configuration de 2014, les fameuses manifestations parapluies. Ils prenaient des parapluies pour éviter les gaz lacrymogènes, hein, ce n'est pas parce qu'il pleuvait. Et qui était quand même des manifestations essentiellement d'étudiants, un petit côté peace and love, comme on dit un certain nombre d'observateurs, et qui a fini sur un échec, incontestablement. Des enseignements ont été vraiment tirés de ce passage-là. Mais ce qui me semble surtout extrêmement important, c'est qu'on a une diversité des professionnels dans cette manifestation, avocats, médecins, commerçants, hommes d'affaires, étudiants, beaucoup de jeunes, mais aussi ceux qui sont les forces vives de Hong Kong. C'est-à-dire que la menace pour la vie économique d'Hong Kong est apparue comme véritablement réelle si on ne mettait pas un terme à cette possibilité d'extradition. C'est-à-dire que pour les hommes d'affaires, c'est de dire « Oh là là, on va rentrer dans une justice opaque, rien ne va être très clair, et donc nos investisseurs vont se retirer. » Et pour nous, c'est une catastrophe. C'est donc les avocats qui sont extrêmement à la pointe quand même de ces manifestations, c'est défendre effectivement un statut particulier pour Hong Kong, auquel ils tiennent très très fort. Il faut se souvenir que quand Margaret Thatcher a négocié avec Deng Xiaoping en disant au fond, il semblerait que la Chine s'ouvre, donc on va y aller, ça va bien se passer. L'arrivée de Xi Jinping au pouvoir depuis 2012 a donné un sérieux tour de vis, et on est véritablement dans un régime qui reprend complètement le contrôle de l'ensemble de la population. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'au fond, on part d'un prétexte d'un fait divers. C'est un Taïwanais qui part avec sa petite amie hongkongaise fêter la Saint-Valentin à Taïwan. Bon, il la tue. Il la tue parce qu'elle lui annonce qu'elle est enceinte et qu'il n'est pas le père. Bien. Il revient à Taïwan, donc à Hong Kong. Donc ce Taïwanais à Hong Kong est un étranger. Et à partir de ce moment-là, Hong Kong, la justice hongkongaise ne peut pas juger un étranger pour un acte qu'il a fait à l'étranger. C'est comme ça qu'elle lance l'opération, au fond, de l'extradition, en pensant que ça va passer, parce que c'est un fait divers qui a eu une grande émotion, véritablement, à Hong Kong. Et Carrie Lam s'est dit, j'ai l'opinion publique avec moi et ça va passer. Et puis, ça n'a pas passé. Parce que les manifestations commencent en février. Nous, on parle seulement de celle de juin. Mais depuis le mois de février, en avril, il y avait une manifestation qui était de 130 000 personnes. On est passé à 1 million, on est passé à 2 millions. Et pour moi, je vois ça de façon extrêmement importante, parce que c'est une révolte d'une nation hongkongaise. Alors qu'on disait toujours, au fond, ils sont chinois envers et contre nous. Il faut savoir qu'il y a eu des manifestations dans les diasporas chinoises à l'étranger pour soutenir ce mouvement hongkongais, que pour Taïwan, c'est un signal extrêmement fort qu'il faut résister, et je pense qu'il y a un nationalisme taïwanais qui se renforce en ce moment, et que c'est un vrai revers pour Xi Jinping, parce qu'il ne peut pas se permettre une répression aussi massive
à Hong Kong que ce qu'il peut faire quand il est sur la Chine continentale. Et là, il y a un gros caillou dans sa chaussure. Voilà. Donc, je pense qu'il faut suivre ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et on disait un pays, deux systèmes. On va pouvoir dire peut-être un pays, deux nations. Et vous savez, quand le nationalisme se met en branle, c'est très, très difficile de le faire rentrer dans la boîte. Michaela Wiegel. Oui, je pense, Béatrice, je suis totalement d'accord que ça va au-delà de cette loi sur l'extradition. C'est vraiment devenu une lutte pour tout un univers. J'hésite encore de l'appeler national, mais en tous les cas, un monde dans lequel veulent vivre les Hongkongais. Et j'avais trouvé ça très curieux quand je regardais les images. J'entendais qu'ils chantaient un chant chrétien. En français, c'est Alléluia au Seigneur. Donc, en anglais, c'est Sing Hallelujah to the Lord. Et je me suis dit, mais pourquoi ils chantent un chant chrétien? Alors, après, j'ai compris que d'un côté, on a le droit à Hong Kong de faire des manifestations religieuses, donc ils ne peuvent pas interdire la prière publique, par exemple, alors que si c'est une manifestation politique, effectivement, ils ont le droit d'utiliser des moyens forts. Et deuxièmement, c'est aussi une façon de dire nous voulons la liberté religieuse. Alors, point de vue européen, ça paraît tout à fait étonnant de chanter des chants d'église pour, en quelque sorte, vouloir manifester la volonté de la libre expression religieuse. Mais je crois c'est très important aussi dans cette lutte pour les libertés publiques de voir qu'en Chine, les religions sont fortement opprimées et que cette répression dont on parle quand il s'agit du Dalai Lama concerne aussi les chrétiens. Et donc, je trouve que c'est un aspect qui renforce cette idée que ce qui se joue là à Hong Kong en ce moment, ça va au-delà d'une soumission en quelque sorte légale par rapport au régime de Pékin, mais c'est vraiment la question comment cette transition qu'on croyait en douceur peut continuer avec un régime à Pékin qui s'est durci. Et je pense que ça rejoint vraiment aussi la prise de conscience récente à Bruxelles par la majorité des pays européens qui, pour la première fois, a considéré que désormais la Chine posait un problème systémique à l'Union européenne parce que on était resté pendant longtemps sur cette idée que vous, Béatrice, vous avez mentionné que Margaret Thatcher avait en tête lors des négociations que la Chine s'ouvrait à l'économie de marché et que donc ça pouvait être un partenaire correct, différent, mais correct. Et aujourd'hui, et avec la nouvelle technologie de la 5G, la question se pose davantage de Huawei, et on le voit à la réaction américaine aussi. Aujourd'hui, on voit bien que le système est tellement différent et ne va pas de pair justement avec les libertés essentielles. Et je crois du coup, ce qui se passe à Hong Kong, c'est aussi quelque chose à prendre très au sérieux pour nous, nos propres ouvertures ou non-ouvertures, notamment au projet des routes de la soie et tout cela. Marc-Olivier Padis. Oui, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce sujet, c'est qu'on voit bien que la question de l'état de droit, qui est au centre, comme l'a rappelé Béatrice, ça peut sembler un point assez technique sur les accords d'extradition entre deux pays. Mais en fait, la question de l'état de droit est au centre du paradoxe du développement économique autoritaire que suit la Chine actuellement. C'est-à-dire, comme ça a été dit, dans le fond, on était dans un premier temps sur la perspective de se dire, si l'économie chinoise s'ouvre et notamment participe plus à la mondialisation, ça va mécaniquement provoquer une sorte de libéralisation du régime, une classe moyenne qui va émerger, des revendications démocratiques, le régime sera obligé de s'y conformer plus ou moins. Et finalement, dans un deuxième temps, on a vu que c'était pas ce qui se passait, que le système autoritaire chinois, le parti unique, était compatible avec un développement économique très rapide. Et d'autres analystes se sont dit, après tout, finalement, c'est peut-être un autre modèle
qui s'installe, c'est-à-dire le développement autoritaire. La Chine se développe très bien et d'ailleurs, il vaut mieux un pouvoir fort pour y arriver et même, selon certains économistes, les défis environnementaux seront mieux pris en charge par un État autoritaire centralisé qui pourra imposer des usines plus propres, etc. Et même à l'échelle mondiale, parfois on se demande, mais oui, mais après tout, c'est le modèle Poutine, c'est le modèle Xi Jinping, l'économie, ça peut fonctionner comme ça. Et là, on bute sur quelque chose qui est le fait que Hong Kong a un vrai système juridique et que c'est pas un point technique. C'est-à-dire, il y a des discussions entre juristes de dire ah oui, alors il faut combiner finalement ce droit de common law, c'est-à-dire anglo-saxon, qui est bien utile pour les affaires, avec le droit chinois. Et puis même il y a Macao qui, en tant qu'ancienne colonie portugaise, a du droit continental, c'est-à-dire en fait français. Et donc il faut combiner tout ça. Mais c'est pas un problème technique de combiner ces trois droits. Ce qu'on voit dans ces manifestations, c'est que derrière l'état de droit, il y a une vraie aspiration à la liberté. Il n'y a pas simplement une sécurité juridique. Ce que disent les hommes d'affaires, ils disent chez nous les contrats sont beaucoup plus clairs, ils sont fiables, alors que en Chine, bon, c'est vrai qu'on veut faire des affaires, on est confronté parfois à une certaine instabilité juridique. C'est pas clair. Mais ici, ce qu'on sent, c'est que au-delà de cette question du fait que Hong Kong est un des points d'insertion de la Chine dans la mondialisation, et donc ils ont besoin de Hong Kong pour faire des affaires, si on parle de façon triviale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment une revendication démocratique de liberté. Et il y a ça dans l'état de droit. Et alors là, du coup, on touche un peu cette limite de la perspective chinoise, c'est-à-dire, est-ce que, dans le fond, le régime chinois peut-il maintenir sa perspective autoritaire indéfiniment, et finalement par rapport à une certaine résignation réaliste de se dire bon, finalement c'est la voie chinoise, pourquoi pas. Hong Kong nous rappelle que ça fonctionne pas forcément comme ça. Lucille Schmitt. Oui, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça se passe en même temps que le 30e anniversaire de Tiananmen, et qui était début juin. Et c'est un moment où, justement, en Chine populaire, il y a un resserrement encore plus important sur la question de la liberté d'expression, Facebook, Twitter, interdit, etc. Et lorsqu'on regarde, par exemple, ce qui se passe en Chine populaire, il n'y a aucun reportage, évidemment, sur ce qui se passe à Hong Kong. Donc, d'une certaine manière, dans un même pays, on cache ce qui s'y passe à une grande partie de l'opinion en Chine populaire. Donc ça, c'est intéressant parce que ça met aussi, par rapport à ce que disaient mes trois amis avant, on est dans cette situation où si l'Union européenne et si nous, France, nous décidons de ne pas voir ce qui se passe, c'est vraiment que nous choisissons une forme d'aveuglement volontaire. Parce que avec ce 30e anniversaire de ce qui s'est passé à Tiananmen, nous avons devant nous ce qui peut se passer aujourd'hui à Hong Kong, en quelque sorte, et ce qui s'est passé en Chine populaire 30 ans auparavant. Donc ça, je crois que c'est un point essentiel. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est ce qu'on dit, c'est ces Hongkongais vêtus de noir, comme le disait Béatrice, c'est-à-dire qu'ils ont dit « nous ne sommes pas des émeutiers ». Au fond, en disant « nous ne sommes pas des émeutiers », ils ont voulu dire « nous sommes des démocrates ». Et donc, on est dans cette situation où ils disent très clairement que c'est eux qui représentent l'état de droit et non pas Carrie Lam et non pas Xi Jinping. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire « nous sommes comme vous ». Et nous aspirons à bénéficier des libertés que pour l'instant vous acceptez parce que ça vous bénéficie économiquement. Il y a eu un certain nombre aussi de prises de position du côté de la présidente de la Chambre de commerce américaine qui a dit on ne peut pas du tout revenir sur ce qu'on a donné à Hong Kong parce que ça irait effectivement contre le climat d'affaires. Mais le climat d'affaires, c'est rien par rapport à la question de la liberté des Hongkongais. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Et si nous, Européens, nous, Français, nous, Occidentaux, nous continuons à aborder cette question des libertés uniquement par rapport au fait que ça nous bénéficie en termes de climat d'affaires, je crois que ce serait un renoncement par rapport au modèle européen sur lequel il est important d'insister. La deuxième chose que je souhaite dire, c'est que on est dans une situation où on a déjà eu un certain nombre d'alertes. Vous l'avez rappelé, Philippe, il y a eu le mouvement des parapluies, mais il y a aussi l'enlèvement de ces libraires qui a eu lieu en 20inze. Je sais plus s'il y a eu en Chine, c'était des Hongkongais installés en Chine. Il faut rappeler l'incident. Je ne sais pas laquelle de vous deux est le plus. Il y a eu libraires et éditeurs hongkongais installés en Chine et qui ont été victimes véritablement d'enlèvement, répression, fermeture et enlèvement. Et là, il y avait eu des réactions déjà des Hongkongais face à cela. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, pourquoi est-ce qu'ils avaient été enlevés et réprimés et emprisonnés
emprisonnés et il n'y a pas eu de torture physique, mais il y a en tout cas une répression extrêmement grave en termes psychologiques. C'est parce que c'était une maison d'édition qui osait dire du mal du comportement privé des dignitaires chinois. Donc là, on avait à la fois d'une manière un peu vaudevillesque, mais enfin pour ces libraires, c'était pas très drôle, le fait qu'on n'a pas le droit de critiquer les dignitaires chinois, on n'a pas le droit de critiquer le régime de Pékin. Alors, dernier point, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a été rappelé lorsque Maggie Thatcher négocie dans les années 80 cette espèce de régime de 50 ans, c'est-à-dire de 97 à 2047, la remise formelle de Hong Kong à la Chine. Effectivement, on était dans une situation où on pensait que l'économie allait mener à la démocratie. Là, on voit bien que la bonne santé économique ne mène pas du tout à la démocratie, qu'elle peut même être compatible avec la dictature. Je terminerai juste en disant une chose, c'est que par exemple, sur la question écologique, aujourd'hui, Pékin se met à prendre des positions, mais justement à partir de positions très autoritaires. C'est-à-dire que la Chine, en permanence, aujourd'hui, promeut dans les relations internationales un modèle où elle dit « je suis visionnaire, je suis autoritaire et donc je suis efficace ». Mais ça ne fonctionne pas sur la question des libertés publiques. Béatrice Gibert. Ce qui est aussi important, c'est qu'il faut voir qu'aujourd'hui, un Hongkongais sur 7 est né en Chine continentale. C'est-à-dire qu'on a une émigration, une installation à Hong Kong, puisque c'est tout à fait possible, en particulier d'un certain nombre de milliardaires chinois qui utilisent Hong Kong comme coffre-fort. Bon, c'est quand même des données qui sont à prendre en compte. Parce que si on a ces manifestations d'aussi grande ampleur et qu'on a quand même un Hongkongais sur 7 qui est né en Chine continentale, ça veut dire que le fait de vivre à Hong Kong fait prendre conscience des avantages profonds que représente la liberté. Ce n'est pas rien de mon point de vue. Le deuxième point qui me semble important, c'est que ces manifestations sont toujours aussi importantes parce qu'il n'y a pas véritablement de système démocratique non plus à Hong Kong. Dans la mesure où, si Carrie Lam, qui est effectivement dans la main de Xi Jinping, a pu prendre le pouvoir, c'est parce que il y a 1200, on va dire, grands électeurs qui sont complètement en grande partie contrôlés par Pékin et qui installent qui ils veulent. Et que, en plus, pour ce qui est le gouvernement local, parlons pas forcément de parlement, l'opposition ne sera jamais que minoritaire. Donc jamais ils ne seront majoritaires pour pouvoir contrôler le gouvernement local. Donc la seule façon qu'ils ont de se faire entendre, c'est la manifestation. Et je trouve que ces 2 millions, 1 million, 2 millions de gens dans la rue, ça devient une minorité qui est quand même extrêmement visible. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que pour Taïwan, c'est vraiment des signaux extrêmement forts. Parce que pour les Chinois, Taïwan, c'est chinois. Et il y a énormément de Taïwanais qui investissent en Chine continentale. Et à terme, ça doit absolument revenir à la Chine. Ils en sont intimement convaincus. Ils ont une notion du temps, on le sait très bien, qui est très longue. Donc, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais je redis, les mouvements nationaux sont des mouvements extrêmement puissants. Et c'est pas seulement des histoires d'affaires, c'est des histoires de liberté, c'est des défenses, qui sont comme essentielles à ce qu'ils sont devenus. Et ça, je crois que c'est très important. Avec quand même une incertitude, un très grand projet de Xi Jinping, c'est de faire une grande région de la baie avec Macao, Hong Kong, et puis au fond le delta de la rivière des Perles, ce qui ferait effectivement un très grand ensemble pour concurrencer l'équivalent, on va dire, de la grande baie de Tokyo ou de la grande baie de San Francisco. Et s'ils réussissaient à faire cette opération-là, là, effectivement, on pourrait s'interroger sur la résistance des Hongkongais. Michaëla Wiegand. Oui, je voulais dire un mot sur la possible sortie de crise. Moi, je ne vois pas comment il peut sortir, le régime de Pékin peut sortir de la crise en maintenant Carrie Lam, parce que je crois aujourd'hui, elle est associée intimement à ce projet et en plus, ce projet n'étant que suspendu et pas retiré, elle sera toujours, en tous les cas, elle symbolise cette tentative de passer outre la volonté d'une majorité des Hongkongais. Et deuxièmement, effectivement, il est
inenvisageable que une répression s'abat sur Hong Kong telle que justement on l'a vu à Tiananmen. Et donc ça pose cette sortie de crise va être riche d'enseignements sur la façon comment le régime compte s'adapter quand il y a des situations imprévues, parce que là clairement, c'était pas prévu dans l'agenda. Ça vient à un moment où, en plus, la situation internationale se crispe considérablement avec une stratégie de Donald Trump qui est quand même assez impitoyable. Et on l'a vu d'ailleurs qu'on cherche maintenant de renouveler en quelque sorte l'alliance avec la Corée du Nord, ce qui est très étrange dans cette situation-là, même si on peut avoir des doutes sur la sincérité de la démarche. Il y a aussi cette visite avec Vladimir Poutine qui montre qu'on cherche en quelque sorte des contre-alliances, même si économiquement, ça ne fait pas beaucoup de sens. Mais je pense vraiment il va falloir étudier de près cette sortie de crise parce qu'elle est un indicateur sur la volonté de confrontation ou non du régime de Pékin. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais juste appuyer sur ce que vient de dire Michaela, parce qu'il faut rappeler que Carrie Lam était adjointe au chef de gouvernement en 2014 au moment du mouvement des parapluies. C'est une vraie apparatchik. Et donc le fait de renoncer... Alors ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'elle ne fera pas de mandat et qu'elle restera jusqu'en 2022. Mais c'est un truc délirant, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans la gestion du temps, il y a actuellement un retard à l'allumage du régime de Pékin par rapport au fait de comprendre la façon dont les choses peuvent dégénérer. Et par exemple, le fait qu'elle ait dit qu'elle suspendait qu'elle est tenue à dire qu'elle suspendait sa proposition de loi et non pas qu'elle la retirait, montre qu'on est encore dans un décalage par rapport à la pression de la rue. Et dernier point, je crois que le problème de ce mouvement, on a vu avec le mouvement des parapluies, c'était un mouvement étudiant, là c'est un mouvement beaucoup plus composé qui représente l'ensemble de la société. Trouvera-t-il des formes d'incarnation ? Ça va pas être Joshua Wong qui est un étudiant, ça va pas être Long Hair, le député qui est un vieux trotskiste. Donc on a un sujet sur est-ce qu'il peut y avoir une incarnation de ce mouvement ou au moins un collectif d'incarnation par rapport au régime de Pékin. Béatrice, j'ai vu que vous leviez un sourcil quand Michaela mentionnait le rapprochement avec la Corée du Nord entre Pékin. C'est pas un rapprochement. Vous parlez donc de la visite de Xi Jinping. C'est pas un rapprochement parce que ils ont toujours été proches. Une mise en scène. C'est une mise en scène. Voilà. C'est la première fois qu'il y allait. Voyage d'État. C'est une mise en scène qui s'adresse directement aux États-Unis. J'ai mal choisi mon mot. C'est tout. Mais ils ont toujours été très proches et ils ont toujours décidé de contrôler ce qui se passait en Corée du Nord. Il faut pas. Mais vraiment, je pense que c'est quelque chose d'important. Et ce qu'a dit Michaela, étudier la sortie de crise, parce que jusqu'où peuvent-ils aller ces manifestants ? Ils n'ont au fond que la manifestation véritablement comme arme. Et puis la deuxième arme, c'est effectivement quand même les finances. Parce que la Chine a encore besoin d'Hong Kong pour, lever des fonds. C'est beaucoup plus facile à Hong Kong parce que justement, grâce au régime et à la fiabilité du régime, qu'on ne peut le faire en Chine continentale. Et la Chine, dans son développement économique, est indispensable à sa stabilité économique et sociale, a impérativement besoin de ses capitaux étrangers. Donc, elle ne peut pas s'en passer. Hong Kong lui est encore nécessaire. Alors, évidemment, ça ne représente que 3% du PIB de la Chine continentale. On pourrait dire c'est rien. Mais par son système, si vous voulez, juridique et financier, elle lui est absolument nécessaire. Dans un moment où un ralentissement économique créera des tensions internes. Voilà. Donc, la marge de manœuvre, ils en ont, il ne faut pas se raconter d'histoire, mais il faut aussi que les Chinois fassent attention sur la façon dont les choses vont pouvoir évoluer. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et dans cette question du prolongement des effets de ces manifestations se pose aussi, même si elle n'est pas au premier chef, se pose aussi la question de l'attitude du soutien aux Hongkongais des différents pays, le nôtre, mais aussi de l'Europe, qui est en général, qui manque, pour rester dans la litote, qui manque de vigueur quand il s'agit de politique étrangère. Je vous propose que nous en venions à un sujet intérieur
qui est celui des élections municipales, de leurs grandes manœuvres et de leurs petits calculs. Le lundi dernier, la Commission nationale d'investiture du parti du président de la République, dirigée par Mme Guévenoux et M. Richard, respectivement députés de l'Essonne et sénateurs du Val d'Oise, ancien ministre socialiste en ce qui le concerne, a dévoilé ses 19 premiers candidats pour les élections municipales de 2020. Le parti macroniste, qui n'a pas encore été au front pour des élections municipales, ne compte aujourd'hui que 2000 élus municipaux sur un total d'environ 500 000, mais vise à s'implanter sur tout le territoire. Pour ce faire, il entend procéder au cas par cas. Dans les villes qu'il estime à sa portée, il compte présenter ses propres listes avec des candidats étiquetés LRM et MoDem. Dans celles qui lui paraissent imprenables sous sa seule étiquette, l'idée est de nouer des alliances avec des élus sortants d'un autre parti. La République en marche et le Rassemblement national, les deux formations politiques arrivées en tête des élections européennes, sont paradoxalement celles qui comptent le moins d'élus locaux. En face, les partis de gouvernement historiques comptent de nombreux fiefs, surtout la droite, grande vainqueur des élections municipales de 2014. Marine Le Pen s'est dit le 16 juin prête à discuter avec des électeurs et des militants les Républicains, qui se trouvent en crise depuis la déroute de cette formation aux élections européennes de mai, et avec ceux qui, a-t-elle dit, contestent Emmanuel Macron pour fonder des, et je la cite de nouveau, plateformes d'action commune. Les écologistes ont obtenu leurs scores les plus élevés aux élections européennes dans les grandes villes, dépassant parfois 20%. Ils nourrissent des ambitions à Nantes, à Rennes, à Toulouse et même à Paris. Dans la capitale, le parti d'Emmanuel Macron a exclu lundi dernier l'organisation de primaires, comme le demandaient les candidats nombreux à vouloir défier Anne Hidalgo. Le 9 juillet, les 6 candidats La République en marche, qui se disputent l'investiture au municipal, passeront un grand oral pour être départagés. Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement, fait figure de candidat du président. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Ce que je pourrais dire sur ces élections municipales, c'est que je trouve qu'on saute à pieds joints des européennes vers les municipales et qu'il y a une sorte de hâte à s'en occuper qu'il n'y avait guère au moment des élections européennes. Je rappelle que la campagne des élections européennes, on l'a attendu un peu comme on a attendu Godot pendant des mois et des mois. Et là, on est déjà en campagne pour les municipales. Pourquoi ? Parce que, il faut le rappeler, l'élection municipale avec l'élection présidentielle, c'est un peu l'élection reine en France, même si les maires sont beaucoup moins connus évidemment que le président de la République, mais c'est tout le système présidentiel en fait qui descend vers les municipalités et que c'est traditionnellement une élection où il y a peu d'abstention, contrairement aux élections européennes. Et donc, il y a un enjeu déjà. Enfin, je crois que chaque Français est soucieux de savoir qui est son maire ou sa mairesse, puisqu'il y a quelques femmes maires maintenant. Et c'est donc dans notre culture une élection très importante. La deuxième chose, vous l'avez rappelé, c'est que La République en marche et le Rassemblement national qui ont gagné les élections européennes sont des partis qui ont peu d'élus locaux aujourd'hui. Le parti d'Emmanuel Macron vise les 10 000 élus locaux après les élections municipales, alors qu'il part de 2000. Le Rassemblement national, qui est arrivé en tête dans 13 des 50 plus grandes villes françaises, ne peut viser sans doute de gagner qu'une seule ville, Perpignan, donc dans le sud, où il est très fort. Mais en tout cas, il veut substantiellement augmenter son nombre d'élus locaux par un phénomène que certains qualifient d'inondation et que Marine Le Pen qualifie de rayonnement. Donc on est dans cette situation où, en fait, les deux partis vainqueurs veulent battre ceux qui ont été vaincus aux élections européennes, qui sont donc essentiellement aujourd'hui les socialistes et la droite. C'est la droite qui administre, qui a le plus grand nombre de maires, puis ensuite le Parti socialiste, et ce sont les deux partis qui sont arrivés très mal en point aux élections européennes. Alors à partir de là, la question des écologistes est aussi intéressante parce que Yannick Jadot l'a dit très clairement, lui il veut gagner des villes, il a même assumé de dire que les écologistes pouvaient gagner Nantes, Rennes, Toulouse et même Paris. Et il y a eu toute une polémique d'ailleurs là-dessus. A-t-il eu raison ou avait-il le melon ? En tout cas, moi je pense que lorsqu'on a eu un score inespéré que n'avaient pas prévu les sondages, c'est intéressant de pouvoir dire je peux gagner et continuer à gagner. Alors par rapport à ça, un élément intéressant, c'est que commence à sortir un certain nombre d'études d'opinion très rapidement, donc peut-être de manière un petit peu rapide, trop rapide d'ailleurs, sur ces questions des aspirations des Français par rapport aux municipales.
Un premier sondage nous a dit que les Français voulaient continuer la recomposition du champ politique, comme ça avait été le cas aux européennes, en voulant élire plus de jeunes, plus de femmes, plus de La République En Marche, plus de Rassemblement National. Je crois pas que c'était aussi clair que ça. Mais en tout cas, il y a un sondage qui, fort à propos, est venu dire que les dynamiques des européennes allaient se prolonger aux élections municipales. C'est quelque chose que personnellement je prends avec des pincettes parce qu'on sait bien que les grandes tendances nationales, ça s'applique assez mal par rapport à cette élection locale. Il y a un sujet territorial, on le sait, et puis il y a un sujet de mode de scrutin parce que c'est un scrutin qui privilégie les alliances et plaquer sur les élections municipales les tendances locales actuelles, les tendances nationales actuelles, c'est quelque chose qui fonctionnera mal. La deuxième chose qui est importante, c'est le sondage qui est sorti il y a quelques jours concernant Paris, et qui, alors que les sondages relatifs à Paris jusqu'à présent plaçaient Anne Hidalgo en première, en pole position, c'est un sondage qui dit que quel que soit le candidat de La République En Marche, Anne Hidalgo arriverait en deuxième, que les écologistes feraient un assez bon score, autour de 13%, 14%. Et donc, on voit que sur la grande ville de Paris, est-ce que ce serait pareil à Lyon, où les écologistes ont par exemple été extrêmement forts et où la volonté de Gérard Collomb de se représenter pose des problèmes à La République En Marche, on voit que sur donc les deux grandes villes sur lesquelles on s'interroge, les sondages post-européennes montrent qu'il pourrait y avoir de la recomposition et que les choses ne sont pas faites. Je terminerai juste ce petit tour d'horizon en disant que, évidemment, à 9 mois des municipales, tout ça est quand même extrêmement flou, incertain, mais va obliger sans doute ceux qui sont sortants à se positionner avec des projets rapidement et à travailler sur leurs alliances aussi rapidement s'ils veulent rester en place. Lucile a mentionné Paris et Lyon, on peut ajouter Marseille, trois villes qui sont, dans les élections, sont réglées par une loi scélérate, une loi de manipulation, la loi dite Paris-Lyon-Marseille, PLM, qui a été inventée par François Mitterrand pour sauver les fesses de Gaston Defferre, ce à quoi ça avait abouti, et qui, après avoir été très violemment dénoncée par Jacques Chirac, a été maintenue par lui pour sauver les fesses de comment il s'appelle, Gaudin, il a un prénom, j'ai oublié. Jean-Claude de Jean-Claude Gaudin. Cette loi, je le rappelle, consiste, et dont je ne peux absolument pas comprendre quelle est la raison pour laquelle l'actuel gouvernement ne l'a pas encore abolie. Cette loi consiste à faire que, au lieu de voter pour votre maire, vous votez pour des conseils d'arrondissement, lesquels votent ensuite pour désigner le maire, ce qui veut dire que toutes les combinaisons possibles, et Dieu sait s'il y a, par exemple, à Paris, des gens qui sont assez capables en matière de combinaisons, toutes les combinaisons sont possibles pour retirer aux électeurs le fruit de leur décision. Marc-Olivier Padis. Oui, j'ai été frappé, comme Lucile, par la rapidité avec laquelle la classe politique est rentrée dans la perspective de ces élections municipales. Et je pense que l'enjeu, en fait, principal, l'interrogation majeure, c'est, puisque nous vivons une période de recomposition politique depuis l'élection présidentielle, c'est comment se passe cette recomposition politique à la base, finalement, c'est-à-dire dans les communes. Parce qu'avec les européennes, on n'a pas une image très, très précise, même si on sent que cette recomposition continue à se faire. Et c'est assez dommage que le journalisme politique en France soit aussi focalisé sur la situation parisienne ou sur, disons, quelques grandes figures dans les autres villes. Parce que quand on regarde certaines situations dans des villes moyennes, par exemple, on se rend compte qu'il y a beaucoup de conseils municipaux aujourd'hui où les maires naviguent complètement à vue. En fait, ils ne savent pas quel est leur ancrage municipal. Parce qu'il y a beaucoup de conseils municipaux. Tout à l'heure, on a cité le chiffre de 2000 élus municipaux qui sont affiliés à La République En Marche, mais en fait, il y en a beaucoup qui ne se sont pas affiliés, beaucoup qui ont quitté les Républicains, beaucoup qui ont quitté le Parti Socialiste, et tout le monde est un peu en apesanteur. Et il y a des cas de villes moyennes que je connais, avec des maires sans étiquette, qui ont en fait des conseils municipaux sans étiquette, où aujourd'hui, ils ne savent pas sur quoi se reposer. Donc, tout ça va se stabiliser un peu.
Alors, dans ces prochaines élections, ceux qui ont le plus à perdre, c'est la droite, évidemment, puisqu'en 2014, ils avaient fait un très bon score, porté en partie par l'impopularité de François Hollande. Donc, ils ont atteint une sorte de maximum, et on est dans un contexte où ce sera difficile de faire aussi bien, alors que le Parti républicain montre des dangereuses faiblesses et même des fractures internes absolument énormes. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, on a le sentiment que le parti La République En Marche prend goût aux alliances politiques. C'est-à-dire qu'il commence déjà à, même si évidemment ils ont un discours sur la conquête d'un certain nombre de villes, etc., mais on sent qu'ils ménagent déjà des possibilités d'alliance au niveau des conseils municipaux. Ce sera peut-être le cas à Paris, où en fait il y a aujourd'hui déjà une majorité avec différentes, qui est composite, puisque les Verts font partie de la majorité, mais il me semble aussi que les communistes. Et donc demain, ce sera peut-être pareil, et peut-être dans d'autres villes, il faudra s'attendre non pas à des majorité homogène, mais à des alliances qui fait partie un peu de la recomposition politique, parce que c'est assez éloigné de notre culture habituelle d'imaginer et de faire fonctionner des alliances. L'autre réflexion, c'est que sur le fait que La République En Marche ait choisi, ce qui est un peu surprenant, de passer des accords avec des élus sortants plutôt que de présenter des candidats partout, je me demande si ce n'est pas une sorte d'aveu implicite sur une certaine déception par rapport au renouvellement du personnel politique, des élus, puisque ce qui avait été très étonnant au moment des élections législatives, c'est le fait que beaucoup de nouveaux élus étaient entrés à l'Assemblée nationale. Finalement, on se demande si La République En Marche ne tire pas, sans le dire, un bilan un peu négatif de ces nouveaux profils qui sont rentrés à l'Assemblée nationale. On voit ici ou là quelques commentaires qui semblent dire qu'à peu près un tiers des nouveaux députés se sont un peu perdus, déboussolés, ne trouvent pas vraiment leur rôle. Il faut dire que le rôle de parlementaire français est quelque chose d'ingrat. Voilà, on peut dire ça. Notre ami Jean-Louis en parle. Qu'on met sur les plateformes arrière des voitures. On dit ça en l'absence de Jean-Louis qui est beaucoup plus compétent que nous. Et qui conforterait cette image. En 4 points, mais il la conforterait. C'est ça. Et donc, et là, ça pose une question sur recomposition, mais en même temps, renouveler le personnel politique, ce n'est pas si évident. Il y a quand même encore beaucoup de candidats. On sait qu'en France, particulièrement, il faut beaucoup d'élus municipaux. 500 000, c'est quand même considérable. Mais c'est pas toujours évident de trouver des personnes qui arrivent à s'adapter à la fonction. Michaëla Wiegel. Oui, j'aimerais commencer par quelque chose qui me paraît comme un paradoxe très français, c'est-à-dire lors du grand débat, lors de la crise des Gilets jaunes, on n'a pas arrêté de dire oui, il est important qu'on retrouve le territoire, qu'on s'occupe justement du local, on est beaucoup trop centralisé. Et là, donc, il y a des municipales qui s'approchent et pour moi, la stratégie des partis est clairement que c'est un enjeu national à nouveau. Donc, on bâtit des stratégies nationales alors que le local, finalement, compte assez peu dans cette perspective. Et j'avais envie de mentionner aussi que, vu d'Allemagne, par exemple, c'est assez exceptionnel qu'en France, dans toutes les municipalités, l'élection ait lieu en même temps. Et du coup, ça donne effectivement une lecture nationale des résultats, alors qu'en Allemagne, on a des élections souvent d'ailleurs couplées avec d'autres élections pour que ça soit moins onéreux aussi pour l'organiser. Et donc, du coup, l'enjeu est véritablement local. Les gens élisent le maire de leur ville ou la maire de leur ville et n'ont pas cette perspective nationale. Alors, ayant dit ça, j'aimerais parler du regard allemand sur ce qui se passe en France, parce qu'effectivement, on scrute de très près cette recomposition qui est en marche. Donc,
En vérité, le résultat des Européennes a beaucoup étonné en Allemagne, le résultat en France, hein, parce que ça a confirmé vraiment cette recomposition, alors qu'on pensait que finalement, notamment les Républicains qui avaient quand même, qui s'étaient assez bien sortis des législatives, là, c'est quand même l'effondrement, 8,5%, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc là, on va observer de très près si dans les municipalités, ce mouvement d'érosion se poursuit. Et ça, à nouveau, c'est très intéressant parce qu'en Allemagne, on est probablement un peu en décalage, mais on a aussi une perte lente mais importante des électeurs des deux grands partis, des deux grandes forces du gouvernement. Et donc, on lit ça aussi en parallèle. Est-ce que notre système de partis tel qu'on l'a connu après-guerre est voué vraiment à disparaître et être remplacé par cette nouvelle ligne de partage entre ouverture, fermeture, pour faire rapidement, intégration dans l'Union européenne et rejet de l'ouverture européenne. Et je crois, du coup, ça va être très intéressant d'observer comment, il n'y en a pas beaucoup, mais les villes, les communes qui ont déjà un maire, aujourd'hui Rassemblement national, vont... ou comment les électeurs vont voter, parce que jusqu'à maintenant, on a toujours dit quand le Rassemblement national est au pouvoir, c'est un échec. En général, les électeurs ne veulent qu'en s'en débarrasser. Aujourd'hui, c'est plus aussi clair d'après ce que je comprends. Et donc, ça pourrait être aussi, mais c'est probablement un peu tôt pour le dire, une lecture nouvelle de l'ancrage de vraiment quelque chose qui est voué à remplacer la droite républicaine à long terme. Et ça, ce serait un signal très inquiétant. Béatrice Gibelin. Je pense que ce que vient de dire Michaela est essentiel. C'est-à-dire que pour la première fois, on va avoir sans doute des maires Rassemblement national qui vont être élus. Parce qu'effectivement, quand ils avaient été élus, que ce soit à Toulon, que ce soit à Marignane, ils avaient été balancés extrêmement rapidement. Cette fois-ci, ils ont appris. Ils ont été très prudents, ils ont fleuri les carrefours, ils ont fait danser les vieilles dames, ils ont assuré une police municipale bienveillante pour leur clientèle politique. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'au niveau municipal, il existe un clientélisme politique, quelle que soit la couleur du parti qui dirige la mairie. C'est-à-dire qu'on installe des réseaux qui sont très importants. Alors, on n'est pas forcément d'aller au point de Balkany à Levallois-Perret, mais néanmoins, il y a toujours des réseaux très importants. Et ça, le Rassemblement national l'a fait. Et je crois que cette fois-ci, il va conserver un certain nombre de ces municipalités. Deuxième stratégie, on a parlé de l'inondation ou du rayonnement, c'est-à-dire, au fond, de jouer de la proximité. Steve Bruyot, qui est l'élu d'Hénin-Beaumont, on va sourire, c'est sa mère qui a Bully-les-Mines, qui est la commune voisine. Et on va y aller comme ça, hein, petit à petit, en élargissant au plus proche, puisqu'on verra que ça s'est pas mal passé, que c'est sympathique, qu'ils sont pas si dangereux que ça. Et je pense que c'est une stratégie extrêmement astucieuse. Il faut la regarder comme cela. Mais on va avoir... je serais très surprise, si vous voulez, qu'on n'ait pas un ancrage confirmé et qui est renforcé du Rassemblement national, tant dans le nord que dans le sud de la France et dans l'est. Deuxième chose qui me semble important, c'est que les grandes villes sont les marqueurs si on a gagné ou pas une élection municipale. Paris, Lyon, Marseille, plus que Lille, plus que Strasbourg, plus que Nantes, sont trois éléments très, très importants. Et c'est pour ça, je vous signale que Brigitte Macron était à Marseille, Brigitte Macron était à Lyon, voilà, la fondation des hôpitaux, voilà, je fais pas de politique, mais tout le monde sait que j'en fais, donc c'est quand même très important. Et sur une stratégie qui est une stratégie clairement d'alliance. Parce que
Que LRM ne puisse pas forcément emporter Marseille, ça c'est tout à fait possible. Que l'alliance avec les gens de LR et de LRM permette, sur un discours front contre le Rassemblement national, c'est une chose qui peut sans doute fonctionner. Ils iront pas contre Collomb et on fera l'alliance avec Collomb, ça j'en suis à peu près certaine. Là où c'est plus compliqué, c'est Paris. Parce qu'effectivement, au présidentiel, République En Marche a fait un score à Paris absolument phénoménal, mais aussi aux législatives. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ne sous-estimons pas les réseaux qui sont bien implantés, et le Parti socialiste est à la tête de cette ville maintenant depuis pas loin de 20 ans, sont extrêmement importants. Et on passera et on paiera ce qu'il faudra payer aux écologistes pour pouvoir garder Paris. C'est absolument fondamental pour le Parti socialiste de ne pas perdre Paris. Et ils paieront le prix qu'il faudra pour l'avoir. Lucile Schmitt. Oui, je crois que ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que l'offensive aujourd'hui de LREM et du Rassemblement national se concentre sur la droite. Ça a été dit, 8,5, c'était une extrême déception pour les Républicains. Mais du coup, et du côté de LREM, il y a eu désignation d'un émissaire privilégié qui est Thierry Solère, celui qui avait été en charge de l'organisation de la primaire de la droite. Et du côté du Rassemblement national, il y a un autre Thierry Mariani, qui a réactivé son parti, la droite populaire, et donc qui a l'idée de se partager les dépouilles des Républicains. À côté de ça, il y a eu cette tribune qui a été écrite dans le journal du dimanche de 72 maires, les Républicains, donc de droite, pour appeler à voter pour Emmanuel Macron. Donc on est dans une situation où à la fois certains élus, pour continuer à être élus, disent qu'ils sont prêts à se rapprocher de Macron en étant Macron compatible et l'assument. Par rapport à ce que disait Marc-Olivier, on est face à des élus caméléons, c'est-à-dire que la valse des étiquettes peut cacher une vraie stabilité du personnel politique, en tout cas du côté des maires. Ça, je pense que c'est un point important à souligner. On ne remplace pas comme ça un maire. Et si aujourd'hui, comme je le disais, les sondages disent on veut renouveler, au moment de mettre le bulletin dans l'urne, le fait de faire confiance au maire qu'on connaît, à celui qui a donné un emploi, à celui qui a donné un logement, à celui qui a fait danser les vieilles dames, comme le disait Béatrice, est un point essentiel, à celui qui a donné aussi les boîtes de chocolat. Et ça n'a pas d'étiquette politique. Ça rejoint cette question du renouvellement des mairies Rassemblement national. Je pense que c'est un point essentiel. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils ont fait le même clientélisme que l'ensemble du champ politique français, tout en pratiquant des idées extrêmement xénophobes et tout en harcelant leurs opposants. Donc si les maires Rassemblement national sont renouvelés, et s'il y a un phénomène d'inondation, reprenant quand même le mot plutôt que de rayonnement, s'il y a un phénomène d'inondation, ça veut dire quelque chose sur l'atteinte aux libertés publiques en France, qui est un point essentiel par rapport au climat dans lequel se déroule la démocratie locale, et ce serait évidemment un très mauvais signe par rapport à la question des migrants et par rapport à la question d'un dialogue démocratique qui doit exister au niveau local. Deuxième point essentiel, comment se tirera la gauche? Je voyais que Fabien Roussel du Parti communiste français a dit, au fond, la gauche peut gagner les élections municipales. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que moi, je crois que ni droite ni gauche, on va voir si ça marche ou pas aux élections municipales et on verra si ça s'est enraciné ou pas, ou si au contraire, droite et gauche continuent à exister. Et ça, on le verra sans doute par rapport à la façon dont la gauche peut se ressaisir, puisqu'on voit que la droite est déjà détruite. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ce sont les alliances à gauche qui peuvent permettre à la gauche de gagner. Aucun parti de gauche ne peut gagner seul les élections, mais il peut, s'il le fait, une alliance par rapport à des alliances qui étaient traditionnelles mais qui n'ont pas fonctionné aux élections européennes. Marc-Olivier Padis. Oui, mais les partis politiques sont aux grandes manœuvres, comme on l'a vu, et c'est des perspectives depuis longtemps pour le Front National ou Rassemblement National. On sait qu'ils veulent obtenir des élus locaux pour avoir des positions, pour former des gens, et on voit avec le choix de Jordan Bardella qu'ils sont capables de faire monter des jeunes, de les former, de leur apprendre à prendre la parole en public, etc. Mais je pense que la grande question aujourd'hui qui est posée aux partis politiques, c'est est-ce qu'ils sont encore capables de maîtriser une situation comme ça? Est-ce que c'est eux qui décident encore des choses? Et je pense que c'est la question qu'eux-mêmes se posent. Parce que est-ce qu'il peut y avoir des rapprochements incontrôlables à la base entre Rassemblement national et les Républicains? Et est-ce qu'il peut y avoir, moi ça j'y crois beaucoup, des listes citoyennes, par exemple au municipal, qui seront sur des questions de qualité de vie locale, qui pourront être plus ou moins proches des Verts? Je pense qu'il y aura beaucoup de liens
listes. Il y aura beaucoup de divisions aussi à gauche, enfin des listes émergentes de la base. Et je pense que dans la recomposition, il n'y a pas simplement la recomposition des grands blocs, il y a aussi la recomposition du fait que les partis ne maîtrisent plus, en fait, l'appétence politique des citoyens qui préfèrent des formes plus émergentes, un peu informelles, même si les élections contraignent à un certain formalisme. Michaëla Figel. Très brièvement, je pense aussi qu'il faut prendre en considération dans cette recomposition la disparition du député-maire. Ça, c'est un phénomène quand même très nouveau, un maillon essentiel qui a disparu. Je dis pas que c'était un bon maillon, je dis juste que ça a vraiment marqué le système de la France et que du coup, ce qu'on vient de mentionner, Marc-Olivier, en disant voilà, les personnes restent les mêmes, l'étiquette change. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'on a aboli un système qui marchait, même avec le clientélisme qui allait avec, mais qu'on l'a pas encore remplacé. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai brièvement, en signalant la parution d'un livre signé de Bertrand Buffon qui s'intitule « Vulgarité et modernité ». Flaubert disait « Nous sommes entrés dans un âge qui est l'âge du muflisme ». Eh bien, c'est ce muflisme que dissèque Bertrand Buffon avec juste un mot pour dire... Et d'ailleurs, non seulement il le dissèque, mais il donne aussi, il s'était intéressé précédemment à la politesse, il donne aussi des directions qui permettraient de lutter contre l'avènement et le triomphe de ce muflisme, la vulgarité moderne étant au fond, il oppose un des personnages de La Bruyère dont le nom m'échappe, mais qui est naturellement vulgaire, si je puis dire, c'est-à-dire qui est là, qui parle, qui considère que voilà, il n'a ni à contrôler ce qu'il dit, ni à contrôler à qui il le dit, etc. À des personnages comme Turcaret de Le Sage ou bien le bourgeois gentilhomme, Monsieur Jourdain, qui eux ont besoin, si j'ose dire, de la savonnette à vilain pour devenir quelque chose ou en pensant d'ailleurs devenir quelqu'un. Bref, il y a dans ce livre une analyse assez fine et drôle de notre société et aussi les moyens peut-être de s'y comporter différemment. Béatrice Gibelin. Écoutez, compte tenu de la situation qu'il y a en ce moment emmerdement dans le détroit d'Ormuz, moi je conseillerais la lecture d'un livre de Bernard Hourcade, qui est un très très bon spécialiste de l'Iran, qui est une géopolitique de l'Iran, pour comprendre ce qu'est le sentiment national en Iran, pour en retrouver la profondeur historique, pour comprendre la complexité néanmoins de cette société et lever un certain nombre d'images fausses sur ce grand pays qu'est l'Iran. Voilà, il est temps de se former maintenant. Marc-Olivier Padis. Je voudrais inviter nos auditeurs à se rendre sur le site internet du magazine Vanity Fair. Même si ça vous surprend, parce que Vanity Fair publie depuis quelques temps... Tout ça va finir au Crazy Horse. On est ravis. Avec capsule à popo. Vanity Fair propose depuis quelques temps des longs articles politiques, des enquêtes qui sont extrêmement intéressantes. Et justement, cette semaine est accessible un article, une enquête très développée sur la chaîne de télévision russe Russia Today et la manière dont elle est organisée en France. Et c'est très impressionnant puisque cette chaîne Russia Today, notamment, on s'en est rendu compte au moment des manifestations des Gilets jaunes, c'est la chaîne qui est la plus relayée dans les groupes sociaux des Gilets jaunes. Ils ont eu une manière de couvrir les manifestations qui donnait une image absolument apocalyptique de la situation. Et ce décryptage de, disons, la ligne éditoriale de Russia Today et en même temps qui est une description de l'ambiance interne dans les bureaux français est tout à fait impressionnante. Michaëla Figel. Oui, il y a beaucoup de livres très sérieux et factuels sur l'Europe. Moi, je voulais recommander une histoire drôle sur l'Europe qui est intitulée Le Syndic et l'auteur Gonzague de Joigny s'est fait un malin plaisir de décrire l'histoire des Européens comme un syndic d'immeubles avec en plus une variété des noms assez drôles mais très vite reconnaissables et je trouve finalement avec les Britanniques dont le déménagement est en cours, c'est une histoire assez joyeuse parce que justement on a l'impression que finalement on habite vraiment le même immeuble même si la gardienne est chinoise
Et vous pouvez deviner qui sont les Von et Zufiel dans l'immeuble. Lucie Schmitt. Alors moi, d'abord, je voulais dire une chose qui me fait rire par rapport à ce que vient de dire Marc-Olivier, c'est que moi, j'ai accepté d'aller sur la chaîne Russia Today à l'émission de Frédéric Tadei, parce que Frédéric Tadei est maintenant sur... Et qu'ils discutaient justement de cette enquête de Vanity Fair, et évidemment, leur point de vue était qu'ils n'avaient pas été interrogés par Vanity Fair, qui avait fait une longue enquête, mais sans les interroger, notamment sans interroger Frédéric Tadei, qui riait, et qui disait, il paraît que dans cet article, on dit que j'ai toujours besoin d'argent, et que c'est pour ça que je travaille chez RT. C'est vrai, j'ai besoin d'argent. Mais l'émission était bien, hein, je vous assure. Alors sinon, moi, ce que je voulais recommander, c'était L'Arbre Monde de Richard Powers, qui est un livre américain, hein, qui a été publié aux éditions du Cherche Midi en 2018, mais qui vient d'avoir le prix de Pulitzer de la fiction cette année, et qui est un merveilleux roman d'été pour se familiariser avec l'ensemble des thématiques écologiques, du parcours de vie à la question des communs. Parfait, je vous remercie. Je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur notre site pour nous soutenir sous la forme d'une contribution défiscalisée à hauteur de 66%, contribution qui est bien nécessaire à notre indépendance et à la poursuite de notre activité qui a été soutenue aujourd'hui par Charlotte Montier, avec qui cette émission a été préparée, avec Nicolas Tourneau qui veille à notre site et le fait vivre, avec Benoît Carré qui s'occupe du compendium de notre conversation, publié lui aussi sur le site, et enregistré par Adrien Beccaria pour le studio L'Arrière-Boutique, tandis que c'est Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui produit cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Nouvel Esprit Public.